Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous en ce 30 mars pour échanger sur les travaux à venir pour améliorer la qualité du service d'électricité pardon, à Côte-Saint-Luc. Good evening, everyone, and welcome to tonight's information session on the construction works that are underway and upcoming in order to improve electricity service in Côte-Saint-Luc. So the first thing I want to say is that I'm not running for mayor. So thank you very much to the City Council for lending us this space to be able to communicate with you tonight, receive your questions, and deliver information on the upcoming works. So thank you to Mayor Torchman, thank you to all the members of the council that are here and staff as well who welcomed us. So my name is Janice Crawford, and I'm with the public participation team at Hydro-Quebec, and I'll be hosting tonight's meeting and facilitating the question period. So first of all, I wanted to just say a little something for the holidays coming up and take a moment to say Happy Easter and Happy Passover to everyone. So it's coming up soon. And so tonight's meeting is happening both in person and can be accessed online with Zoom. And the video will be made available on YouTube afterwards. We'll be working on some English subtitles to be sure that everyone gets the correct information. Our team will be presenting in French, and we're providing simultaneous translation. And you can get headphones at the entrance if that will be useful to you. And we also have made available a handout in English, so you have all the information there that we're going to be presenting on screen. The handout will also be made available on our website shortly. So I'll switch to French now to tell you about the information we want to present. Alors, le déroulement de la rencontre de ce soir est simple. En fait, on peut avancer. Oui, voilà. On a notre ordre du jour. L'équipe de projet vous présentera les travaux de construction à venir pour moderniser le réseau électrique de Côte-Saint-Luc. Et par la suite, on aura une période de questions et la réunion se terminera à 20 heures. Alors, si vous le souhaitez, vous êtes invité à échanger avec nous dans le hall d'entrée par la suite pour en apprendre davantage sur la production et le transport de notre électricité, ainsi que des moyens de réduire votre consommation d'électricité et ainsi réduire votre facture en même temps. Alors, la présentation abordera les thèmes suivants. La raison d'être des travaux, les travaux pour le nouveau poste de Côte-Saint-Luc, les travaux pour la nouvelle ligne de transport. Ensuite, on va élaborer un peu sur les impacts et les mesures d'atténuation qu'on va mettre en place pour tenter de réduire ces impacts. Et enfin, les communications sur les travaux. Alors, je vais maintenant céder la parole à ma collègue Geneviève Mathieu, ingénieure et chef de projet en poste électrique, pour présenter le projet. Oui, bonsoir à tous. Mon nom est Geneviève Mathieu. Je suis responsable du volet poste pour le futur poste Côte-Saint-Luc. Donc, je vais débuter en vous présentant toute l'équipe qui se retrouve ici. Désolée. Donc, j'ai ma collègue ici à ma droite, Catherine Bouchard, qui est chef projet, elle aussi, pour le volet de la ligne électrique. Il y a Francis Boucher,
qui est conseiller relations avec le milieu. Donc, son rôle, c'est le lien entre les citoyens et l'équipe de projet. Donc, si vous appelez chez Hydro-Québec pour avoir un commentaire sur le projet, il y a bien des chances que ce soit Francis qui vous recontacte. Après, on a Kevin Duchesne, qui est notre chef travaux. Donc, Kevin et son équipe seront physiquement sur le terrain là, des travaux, donc pour l'instant au poste Amstead. Il y a Fadi Nougem, qui est ingénieur de projet. Donc, Fadi a le rôle de coordination technique pour le projet de poste. Donc, ce soir, on vient vous voir. C'est une rencontre extraordinaire dans le sens où, habituellement, dans nos projets, on rencontre les citoyens en porte ouverte et puis en info générale après, en début de projet pour leur expliquer le projet. Par la suite, quand on est prêt à débuter les travaux, on envoie des infos travaux. Puis, on ne communique pas nécessairement avec les citoyens parce qu'on prend comme acquis qu'ils sont déjà au courant du projet. Dans ce cas-ci, on a décidé de venir vous rencontrer parce que quand même, on est dans un milieu très urbanisé et puis nos voisins sont très proches du poste. Donc, on s'apprête à débuter la construction de façon intensive. Et puis, la construction, bien, comme vous le savez, ça l'amène ses enjeux. Donc, on voulait être sûr que vous sachiez puis vous compreniez qu'est-ce qui s'en vient cet été et cet automne au site du poste, du futur poste Côte-Saint-Luc. Donc, okay. On va rappeler un peu la nature du futur poste. On voit sur la carte le poste Amstead qui est en bleu et puis le futur poste qui se retrouve en noir, là, qui est dans le fond, le poste Côte-Saint-Luc va être reconstruit sur le terrain du poste Amstead, entre le poste Amstead et puis la voie ferrée, sur le terrain du Haut-Québec. Le poste Côte-Saint-Luc sera principalement un poste qu'on appelle intérieur, donc à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, c'est ce que vous pouvez voir ici à l'écran. Donc, la zone des travaux se retrouve et l'ensemble du terrain du poste Amstead. Et puis, on voit au sud, il y a aussi une petite bande rouge. C'est des travaux qui auront lieu pour passer des massifs de distribution sous la voie ferrée. Donc, il y aura aussi des travaux à cet endroit-là. Donc, c'était la zone des travaux. Je pense que pour le bien fondé du futur poste Côte-Saint-Luc, on en a amplement parlé dans le passé. Dans le fond, on refait le poste Amstead parce que, bon, le poste Amstead est vieillissant. C'est une installation qui a été construite en 1955. Donc, on a vraiment besoin de changer ces équipements. On change le niveau de tension, donc c'était un poste 120-25 kV. On élève la tension à 315 kV. Donc, en plus de remplacer les équipements vieillissants, on va se donner aussi de la capacité électrique supplémentaire. Quand on regarde, on vous présente les différentes phases des travaux. Donc, on va commencer cet été, au mois de mai, juin, à faire de l'excavation du bâtiment du poste de Côte-Saint-Luc. Ça devrait durer tout l'été. À l'automne, on va commencer les fondations de ce bâtiment-là. Puis après, à l'hiver prochain, on va commencer l'érection de la charpente métallique. Le bâtiment en tant que tel devrait être terminé à la fin de l'année 2027. Et puis, les travaux vont se poursuivre, mais principalement à l'intérieur du bâtiment. Donc, il y aura un petit peu moins de nuisances auditives là, pour les citoyens. La mise en service, on prévoit de la faire à l'été 2029. C'est ce qui complète le calendrier des travaux pour le volet du poste.
Suite à ça, je passerai la parole à Catherine qui va vous parler du volet de la ligne. Merci, Geneviève. Donc, pour les travaux de ligne de transport d'électricité, je vais aborder le sujet là, en deux volets. Premièrement, je vais vous parler de la ligne à 120 kV qui était à démanteler, là, qui était existante sur votre territoire. Donc, on l'a représentée en jaune sur l'écran. C'est la ligne qui était en place. Puis ensuite, je vais vous parler de la nouvelle ligne qu'on a à construire cette année, là. Une nouvelle ligne à 315 kV. Elle est représentée en rose sur l'écran en pointillé. C'est elle qui va alimenter là, en électricité le nouveau poste que l'équipe de Geneviève s'apprête à débuter à construire. Pour ce qui est du démantèlement, vous l'avez peut-être remarqué, mais on a complété les travaux de démantèlement de la ligne 120 kV à Côte-Saint-Luc cet hiver. Les structures ont été retirées, les câbles, les fondations, ça c'est fait. Et ce qui nous reste à faire, c'est la remise en état des terrains qui ont été affectés par les travaux. On va quand même, on ne fera pas de remise en état pour les terrains qui seront à nouveau affectés là, par les travaux qui s'en viennent pour la construction de la nouvelle ligne. Donc, ça, c'était ce que j'avais à discuter pour la ligne existante. Au niveau de la ligne à reconstruire sur, peut-être Francis, tu peux revenir à l'écran d'avant. On a environ 4 structures à construire sur le territoire de Côte-Saint-Luc. C'est les points roses avec des numéros, là, 202, 202B, 203, ça c'est les numéros de nos structures. Il y a un polygone autour en mauve. Ça représente la zone des travaux qu'on aura besoin pour construire les nouvelles structures. Donc, c'est vraiment là où nos travailleurs vont aller venir s'installer pour faire l'ensemble des travaux de construction. Donc, la première étape qu'on va faire quand on va arriver là, à l'été pour la construction des pylônes, on va venir mettre des clôtures sur ces polygones-là afin de sécuriser la zone puis être certain, que nos travailleurs sont en sécurité et que la population aussi là, ne puisse pas s'approcher trop près de nos travaux. Donc, on peut passer. Parfait. Pour ce qui est de la construction, ça va se passer en 4 grandes étapes. Il faut savoir que chacune des étapes est réalisée de façon générale par des équipes différentes. Donc, on va venir une fois, on va se démobiliser, on va revenir quelques semaines plus tard, entre chacune des étapes. La première étape, ça va être la mise en place des fondations, des pylônes. C'est l'étape qui probablement va être le plus dérangeant pour vous, là. On a des pieux, en fait, à foncer, des gros tubes en acier qu'on doit enfoncer dans le sol. Et pour ce faire, on utilise la vibration. Donc, c'est ce que vous allez ressentir, là. Il va y avoir de la vibration au sol en journée, 2 semaines. À chaque site que je vous ai montré plus tôt, on a environ, je dirais, 1 semaine de fonçage de pieux à faire, là. On parle de 4 ou 5 jours de vibration. Ensuite, on va excaver ce qu'il y a à l'intérieur des tubes, puis on va venir bétonner. Au total, les travaux de fondation, on parle d'environ 4 à 6 semaines de travaux par site. Donc, voilà. Une fois que ça s'est complété, on se démobilise, on revient quelques semaines plus tard. On va faire la construction des pylônes. Nos travailleurs vont s'installer toujours dans les mêmes zones que je vous ai montrées plus tôt. On va au sol assembler. C'est un peu une espèce de casse-tête, là, un pylône. Donc, on va l'assembler au sol, en faire des différentes sections. Puis ensuite, bien, on va ériger les pylônes là, directement dans la zone. On parle de ces travaux-là là, d'environ 2 semaines, 1 à 2 semaines de travaux pour faire l'érection de chacune des structures. Une fois que toutes les structures vont être en place, on va pouvoir installer les câbles ou les conducteurs qu'on appelle. Donc, ça aussi, on va avoir une équipe spécialisée qui va venir s'installer. C'est des travaux qui ne sont pas particulièrement dérangeants, là, qui font peu de bruit, à l'exception peut-être là, à l'endroit du poste, mais ça va être concomitant avec ce qui va se passer au poste. Puis là, on en a à peu près pour 1 semaine de déroulage de câbles. On va aussi avoir des entraves à la circulation au niveau du tournebride de Cavendish. Donc, pour 1 semaine à 2 semaines, on va avoir une signalisation particulière pour faire ces travaux-là. Ensuite de ça, on est à l'hiver là, pour installer les câbles environ. On va pouvoir attendre le retour de l'été, de l'automne.
on va venir faire la remise en état des différents sites là, l'année prochaine, là, lorsque les travaux seront complets. Ça fait un peu le tour au niveau des travaux de ligne. Au niveau des impacts et des mesures d'atténuation pour les travaux au poste Côte-Saint-Luc, je vais vous présenter en fait les travaux principaux qui vont être réalisés cette année. D'abord, on va avoir les travaux d'excavation et d'étançonnement pour le futur bâtiment. Les différents impacts qu'on va avoir lors de l'excavation du mur d'étançonnement, on peut voir un exemple de à quoi ça peut ressembler un mur d'étançonnement de type berlinois. Les principaux impacts qu'on pourrait avoir, c'est au niveau du bruit. On va percevoir le bruit lors du fonçage des pieux. On va avoir de la poussière, on va avoir des vibrations. Hydro-Québec a prévu plusieurs mesures en place là, pour assurer la quiétude des gens, notamment l'horaire de travail. Tous les travaux vont être faits de jour pendant la semaine. Il n'y a pas de travaux de fin de semaine là, de prévus dans notre calendrier. Au niveau de la poussière, on a prévu le nettoyage des rues, le nettoyage des accès, et même sur le site, on a prévu de l'arrosage pour atténuer la poussière. On va utiliser de la poussière, de l'eau là, pour vraiment contrôler la poussière sur le site. Au niveau du bruit, on a un programme de gestion du bruit qui va être demandé à nos entrepreneurs, à nos fournisseurs pour mettre en place. Ça peut être plusieurs exemples qui vont être définis là, avec nos entrepreneurs, mais des écrans autour des machines, des petits panneaux écrans là, autour des machines. Au niveau des vibrations, vous allez percevoir des vibrations autour du poste Amstead. Par contre, on va mettre en place des moyens de contrôle. On va établir un périmètre sur la propriété d'Hydro-Québec où on va mettre des capteurs de vibration, ce qu'on appelle des sismographes, pour vraiment venir mesurer la vibration autour du poste. Nous allons mettre des seuils quand même sévères pour justement arrêter nos travaux en cas de dépassement de seuil. Si on atteint un seuil, les seuils qu'on va mettre, c'est pour ne pas endommager vos maisons. Ce n'est pas un seuil pour ne pas sentir les vibrations. Les vibrations, dans le type de sol qu'on est, vous allez les percevoir. Par contre, on va mettre des seuils pour ne pas endommager vos maisons. On va aussi planifier des visites ponctuelles pour les résidences qui sont au périmètre du poste. Il va y avoir une inspection des maisons selon votre accord. Vous allez être consulté, vous allez avoir une lettre avant le début des travaux pour venir faire l'inspection de vos maisons, une prise de photos, l'état des lieux avant le début des travaux. Nous allons aussi, c'est pas mal ça au niveau des travaux d'excavation et d'étançonnement. Nous avons d'autres travaux aussi, on l'a vu un petit peu lorsque Geneviève en a parlé. On a des travaux de forage. C'est des forages qui est directionnel, c'est-à-dire qu'on vient creuser 2 trous de part et d'autre du chemin de fer pour venir faire un forage sous le chemin de fer. L'objectif de ce forage-là, c'est on a des canalisations pour des futurs câbles électriques à faire passer. Des travaux de forage sous un chemin de fer, c'est très, très particulier. On a plusieurs restrictions de la part du CP. C'est le Canadien Pacifique qui s'occupe du chemin de fer. Dont ces travaux ne peuvent pas être arrêtés. Ces travaux doivent être en continu 24 heures sur 24. Par contre, c'est des travaux de courte durée. Les travaux de préparation, ils peuvent durer 1 à 2 mois de part et d'autre. Par contre, le forage, qui doit durer 24 heures sur 24, va être d'une durée de plus ou moins 3 jours, selon les petites contraintes qu'on pourrait apercevoir au chantier. Au niveau de ces travaux-là, bien évidemment, les travaux de nuit, hein, on va mettre des mesures particulières au niveau du bruit. Il y aura un programme de gestion qui va être élaboré par un ingénieur acousticien pour réduire le bruit à son maximum. Il va y avoir des écrans autour des équipements. Au niveau des vibrations, ça va être le même principe. Il va y avoir des sismographes qui vont être mis à proximité pour contrôler les vibrations. Et la poussière, le balai de rue aussi là, pour les va-et-vient de camions par rapport à ça. L'autre impact qu'on pourrait percevoir, c'est la mobilisation de plusieurs camions de chantier, hein, des camions pour sortir les sols ou pour rentrer les matériaux, etc. Pour ce faire, on a inclus dans nos contrats des clauses strictes sur l'utilisation des différentes rues de la ville de Côte-Saint-Luc.
les camionneurs devront utiliser les voies de circulation permis par la réglementation municipale et provinciale. C'est-à-dire que les chemins sur la carte à votre droite, les chemins qui sont en jaune, c'est les chemins que les camions vont entreprendre. Fait essentiellement, c'est chemin de Côte-Saint-Luc et Cavendish pour se rendre au X, qui est l'endroit du poste Amstead. Sur la carte de gauche, on le voit, on va venir vraiment faire le tour des ronds-points de Cavendish pour l'accès. Et l'accès se fait derrière l'hôpital Mont-Sinaï, qui est le chemin existant du poste Amstead. Il n'y a pas de circulation ou de stationnement qui est prévu dans les rues avoisinantes du poste. On a aménagé dans toute l'entrée du poste un stationnement pour les travailleurs, pour pas que les travailleurs aient à se stationner dans les rues avoisinantes. Et justement, pour pas que les camions soient en attente sur les rues avoisinantes. Fait que les camions seront en attente sur notre site. On a aussi planifié pour la sécurité du public un signaleur. Il va y avoir un signaleur de chantier qui va être au coin de Cavendish et l'entrée pour faire la gestion des entrées-sorties de camions, considérant que c'est une courbe là, pour assurer autant la sécurité des travailleurs que la sécurité du public. C'est pas mal ça au niveau des impacts et des mesures d'atténuation pour la gestion des camions. Je vais laisser la parole à Janice pour la conclusion sur les communications pendant les travaux. Oh, merci. Alors, on veut s'assurer que vous ayez plusieurs moyens de communiquer avec nous durant les travaux. On est conscient que ces travaux-là peuvent comporter des nuisances pour vous, puis déjà, Hydro-Québec est conscient que ça peut être difficile là, pour les résidents autour. Et donc, on veut que vous puissiez communiquer avec nous pour nous signaler s'il y a des enjeux et qu'on essaie de trouver des solutions à ça. Alors, la rencontre de ce soir fait partie de ces moyens-là. On va aussi, il y a déjà en fait un bulletin info-travaux qui est disponible sur le site web, sur le projet. Et c'est distribué, ça va être distribué aux riverains autour du chantier. Alors, distribué là, par service de courrier à la porte. C'est disponible dans la langue de votre choix. Alors, ça va être distribué, si je ne me trompe pas, Francis, c'est a priori en français? C'est bien ça? La manière dont ça s'est déroulé pour ce projet-là particulier, c'est par courriel que ça a été envoyé, effectivement, selon la langue inscrite au dossier. OK, parfait. Et ensuite, donc, il y aura des mises à jour. Il y aura d'autres bulletins info-travaux pour vous tenir au courant de l'évolution des travaux, pour que vous puissiez rester à l'affût et avoir de la visibilité sur les travaux. Alors, il y a aussi une ligne téléphonique, Infoprojet, qui est toujours disponible, affichée à l'écran, donc le 1-866-388-1978. Et vous pouvez là laisser l'information sur l'enjeu et on vous rappellera. Ensuite, il y a le courriel pour nous contacter. À côté, vous avez le code QR qui vous permet d'aller directement sur le site web pour recevoir l'information à jour sur les travaux. Et on prévoit un autre webinaire au mois d'avril pour vous donner une vue d'ensemble sur les différents travaux, les autres travaux en fait qui sont prévus sur le territoire. Alors, on vous tiendra au courant pour ce webinaire. Oui, tout simplement pour vous dire que ce sera le 16 avril. Donc, l'invitation va partir cette semaine. Parfait. Merci, Francis. Alors, Francis est le conseiller affaires régionales attitré à ce projet. Alors, c'est lui, qui sera à votre écoute, puis qui pourra recevoir vos questions, les enjeux s'il y en a, puis travailler avec les équipes à l'interne pour trouver des solutions. Alors, on va réafficher ces informations-là par la suite, mais
on passerait maintenant à la période de questions. Alors, je vous remercierai d'adresser vos questions à moi et je les dirigerai là, aux membres de l'équipe que ça concerne selon le sujet. Pour vous poser une question dans la salle, bien, je vous inviterai là, à venir au micro ici et les personnes qui sont sur Zoom peuvent écrire leurs questions dans le chat, le clavardage. Et Daryl Levine pourra nous informer des questions. Et voilà, je vous invite à poser vos questions. Monsieur Torgman, Oui. vous auriez une question ou peut-être un commentaire pour nous. Est-ce que ce micro est OK? J'ai l'habitude d'être de ce côté, mais c'est beau. Yeah. Alors, je vous remercie tous. I thank you all for coming here today and explaining the project. L'explication du projet, je pense que c'était important pour la population. J'ai certainement déjà la plupart des réponses, mais pour le public, pour qu'ils entendent les réponses aux questions qu'on m'a posées aussi, c'est les vibrations 4 à 6 semaines par section pour, bon, il y a le poste et après, il y a les pieux pour les installations. On veut juste s'assurer que les citoyens sont bien, on a bien communiqué avec les citoyens pour la visite des maisons. So before the major works are going to happen, there's going to be visits by Hydro-Quebec and the contractors to ensure that there's a visit of the home with video and record keeping of the state of the house so that if there is any damage, there's a record of before and after. I just want to make sure that the communication with the residents is done in a very, with enough notice so they can be advised and take action. And obviously that there's a good communication back and forth, and the residents can also communicate with the city at any time. Les poteaux, alors ça c'est la première question, les poteaux, ou commentaire plutôt, les poteaux, là, le transport et l'érection, c'est, j'imagine qu'ils viennent en grosse section, ça va prendre, ça va être pas pendant les heures de pointe, j'imagine qu'on va bien céduler le transport des gros équipements, parce que la priorité pour nos citoyens, c'est, bon, pas la seule priorité, mais une des priorités, c'est la circulation. We have, 2 exits out of Côte-Saint-Luc. Cavendish is one major one. Obviously, we have to make sure that any major equipments that are coming into Côte-Saint-Luc for the project are coordinated with the city, so we don't obviously have any issues related to regular traffic circulation, and that also goes for the major trucks that are coming in and out. I know there was a mention of materials that need to come in. We need to ensure that around the schools, there's a school near one of the sites, that the hours of operation are taking into consideration the safety of the kids, and obviously the school hours are critical. And those are the major things that on overall traffic considerations that we do make sure that we take that into account. And then on the noise, the last question I had on the noise was under the trains. I understand there's going to be 3 to 4 weeks of work of boring to get underneath the trains. So pour le forage en dessous des trains, c'est 3 à 4 semaines de forage. On continue ou est-ce que j'ai mal compris? OK. Okay, so I had all those questions. So Non, c'est très bien. Merci beaucoup de prendre le temps de poser ces questions-là, puis ça va nous permettre de tout clarifier, puis vous ajouter des points là, très pertinents. Alors, dans un premier temps, vous avez parlé des visites pour évaluer les fondations de chacune des résidences autour, en prévision des vibrations. Donc, Kevin va pouvoir nous répondre là-dessus. On va y aller question par question. Oui, en fait, c'est ça qui est prévu. En fait, plus ou moins, je dirais 3 à 4 semaines avant le début des travaux, on va passer pour faire l'évaluation des maisons.
Bien évidemment, si il y a un refus, on n'ira pas sur vos propriétés privées, mais il va y avoir une lettre qui va être émise pour prendre un rendez-vous pour l'accès aux propriétés. Alors, OK. juste un commentaire sur ça, parce qu'on a eu des citoyens, je ne sais pas exactement la situation, mais on a eu des citoyens qui ont dit que personne n'est vu les voir avant les travaux. Alors, ils ont peut-être manqué la lettre, ils ont peut-être... Alors, je veux juste m'assurer que la communication soit... Il y a un accent mis dessus, parce que, écoute, nous, on envoie des communiqués et c'est raté des fois. On veut juste s'assurer que les citoyens, on a vraiment fait tous les efforts pour s'assurer qu'ils sont bien... Oui. bien au courant du fait qu'il y a des travaux qui s'en viennent. Kevin, dis-moi, une lettre est reçue, puis ensuite, des gens passent de porte en porte, c'est ça? En fait, les lettres personne? qui avaient été émises, on en a émis l'automne dernier pour les rues vraiment avoisinantes du poste, là, vraiment ceux qui étaient collés, j'ai oublié le terme, là, mais ça prenait un accusé de réception. Là. D'accord. Il y avait un mandat de poste ou quelque chose comme ça. C'est peut-être le même principe ou du porte-à-porte qui va être fait. OK, parfait. Okay. So just to do a quick translation, I'll translate into English to be sure that it's clear for everyone. So residents around the construction area will receive a letter 3 to 4 weeks before the works are planned. And so there's an evaluation that will be done of the foundations before so that we can do an evaluation afterwards and be sure that there's no damage to any foundations. So we encourage residents to respond to the letter and, you know, to receive the evaluators who will be coming. It's in everyone's interest to know, you know, what the current situation is versus the future one. And so, la deuxième question portait sur les transports des plus gros équipements et les impacts sur le trafic durant les heures de pointe sur Cavendish et puis près de l'école Bialik aussi. Ça serait plutôt pour Geneviève? Catherine, pardon, Catherine. Oui, par rapport au transport, en fait, on a 2 types de pylônes à construire, là. Ceux en treillis, là, ceux plus près du poste, en fait, c'est quand même des transports standards. Là. On n'anticipe pas, ce n'est pas des transports hors normes. Donc, on n'avait pas anticipé nécessairement de problématiques avec l'arrivée de ces transports-là. Puis, on va faire l'entrée de tous les matériaux par la voie de service du CPKC. Là. Fait qu'on va vraiment centraliser l'entrée des matériaux par là, dans le tournebride de Cavendish. Il y a effectivement 3 pylônes tubulaires ronds en acier à proximité de l'école Bialik. Ça, c'est des transports hors normes qu'on fera aussi par l'entremise de la voie de service du CPKC. Effectivement, c'est des transports hors normes qui sont planifiés là, autant avec le ministère des Transports et tout ça. Donc, on a une équipe spécialisée qui s'occupe de ce genre de transport-là. Là. Je prends bonne note d'éviter les heures de pointe. Là. Le message va être transféré à l'équipe. Merci. Okay, so just to summarize, I guess we have 2 types of pylons that we're building. So there's the trellis ones made of steel. And so we don't plan any issues around that because it doesn't involve any large-scale machinery. Yeah. Special trucks. Yeah. So that's on Cavendish. So we don't expect any issues there. As for around the school, there's 3 pylons that will be the tubular type, and they do arrive. They're on big trucks, and that will be through the yards, via the yards. So we don't expect any issues there either. And we had your last question on I noted it here. The drilling underneath the rails. Yes, the duration of the drilling. So I think, Kevin, that would be you. Oui, en fait, on va revenir juste pour clarifier les dates. Pour faire un forage, on doit faire 2 trous, un trou d'entrée et un trou de sortie. Et le forage se fait une fois que les 2 trous sont faits. Pour faire les 2 trous, on a besoin d'approximativement 1 mois et demi, plus ou moins 6 semaines de travaux.
Mais ça, ces travaux ne sont pas faits sur 24 heures. Ils vont être faits de jour et de semaine dans un horaire normal de travail. Par contre, le forage, lui, a une durée de 3 jours, pas 3 semaines, c'est 3 jours. Ces travaux-là sont d'une durée de 24 heures. Et la majorité des travaux, là, ils se font sur une durée complète. Par contre, il y a des plages durant ces 24 heures-là. Il y a des, comment ça fonctionne? C'est des tubes en acier qu'on vient forer. Et il y a des pauses sur 24 heures. Ce n'est pas du bruit pendant 24 heures continues. Là. Il y a des pauses, on vient souder chaque tube. Chaque soudure, c'est quelques heures à chaque fois. Donc, tu sais, il y a des pauses au niveau du bruit pendant la période de 24 heures. So the drilling underneath the trains is going to be about 3 to 4 days Right. after both elements are done. 3 days, yeah. Yeah, perfect. Yeah. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Hi, bonjour. Bonjour. Stephen Erdley, one of the counselors as well. Premièrement, merci pour la mise à jour. C'était très intéressant. So I'll just add a question to follow up to the mayors regarding the work near Bialik. And we understand that these are larger tubes that are more complicated. I guess what I was hoping is, given that it's a school, the work could be done during the summer vacation. So ideally from the end of June to the end of August. So there's roughly, as you can imagine, roughly 8-week period where the school is closed. So I know it's not simple. Je sais que c'est pas aussi simple, mais si vous pouvez essayer de faire ces travaux durant les vacances d'été, ça serait bien apprécié par les étudiants et les familles. Merci. Mhm. OK. Donc, Catherine, est-ce que c'est une possibilité de réaliser ces travaux pendant les vacances d'école, en fait, de juin au mois d'août? En fait, c'était déjà une demande qu'on avait eue de l'école de faire attention à nos choix de plage de travaux. Comme je l'ai mentionné dans la présentation, ce qui nous préoccupe beaucoup, qui nous préoccupe plus au niveau du bruit, là, c'est vraiment au niveau des travaux des fondations. On a effectivement l'objectif de faire le fonçage des pieux et tout ça cet été, pendant la période scolaire. On a le calendrier de l'école. On est encore en attente d'autorisation environnementale. Donc, s'il y a un délai à ce niveau-là, on va devoir revoir la planification. On est en contact avec l'école Bialik, on est très conscient. On a fait du déboisement. Le mot qu'on avait donné, c'est « appelez-nous si ce n'est pas soutenable pour on va réagir rapidement ». Donc, je pense que ça va être ça qui va être important. On va s'assurer de faire ça le plus possible dans les plages où il n'y a pas d'école, mais ça va être impossible d'y arriver là, dans la totalité. Là, puis on va essayer de privilégier les bons travaux au bon moment. Mais l'important, ça va être de rester en contact, là, en fait, dans toute la nature de nos travaux. Puis s'il y a quelque chose on a des équipes quand même habituées à réagir avec le public, puis d'être près des gens dans le cadre de nos travaux. Donc, on va s'assurer de répondre aux préoccupations. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vous souhaite une joyeuse Pâques aussi également. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment sur le projet lui-même, mais c'est sûr qu'on a connu quelques enjeux avec la qualité de service récemment. Et ce que je me demandais, c'est est-ce que la construction et la rénovation du site va affecter la qualité de service durant les prochaines années. Donc, je comprends que ça va jusqu'à 2027. Et si oui, est-ce qu'il y a des précautions qui sont prises aussi? Donc, un peu nous donner votre lecture là-dessus. Merci. So a question on quality, on the service, on electricity service. We already have a translation. Okay, sorry. Geneviève, est-ce que tu as une réponse pour nous? La construction du poste en tant que tel ne va pas amener du bruit de service. On fait tout ça, c'est-à-dire que quand on va transférer les charges de la clientèle du poste Amstead vers le poste Côte-Saint-Luc, ça va être des interruptions planifiées, mais ça va juste être quelques heures. Donc, durant la période de la construction, il ne devrait pas y avoir d'interruption de service. Tantôt, vous avez parlé de 2027, c'est plutôt 2029. Ah, OK. La fin de la construction, c'est plutôt 2029.
Donc, oui, on sait, on est vraiment désolé là, de ce qui s'est passé cet hiver au poste Amstead. C'est des situations extraordinaires. Ça a été des bris de 2 équipements successivement qui a fait en sorte qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là. Donc, on comprend que c'est difficile, c'est pas évident, mais la construction du nouveau poste ne va pas entraîner, c'est certain, de nouveaux bris de service. Il n'y a pas de risque d'accrochage, d'équipement, je veux dire, il y aura des grosses grues, des gros équipements. Il n'y a pas des précautions à prendre en cas où. Oui, il y a des précautions à prendre, c'est certain. Tous les appareils de levage ont des systèmes RECO que nous, on appelle. Donc, c'est des limitateurs pour pas, effectivement, que ça vienne en conflit avec les équipements qui sont déjà sous tension. Mais on porte une attention très grande à ça. D'ailleurs, Kevin va s'en assurer parce que c'est en plus des équipements, ben, ça met à risque les travailleurs. Donc, on veut absolument pas se retrouver dans ces situations-là. Donc, on a une grande vigilance par rapport à ça. D'autres questions? Vous avez parlé de la capacité. Je ne suis pas un spécialiste en matière d'énergie, donc par les passer à 300. Ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que ça veut dire comme capacité future, ce qu'on prévoit, ce qu'on consomme, et qu'est-ce que la station va fournir de plus qu'aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut avoir comme, qu'est-ce qu'on peut anticiper comme qualité de service. Je reviens là-dessus parce que je pense qu'on a vécu des situations vraiment pas agréables durant cet hiver. Donc j'ai quand même une curiosité à savoir comment ça va améliorer les choses et qu'est-ce qu'on peut s'attendre aussi. Geneviève? Quand Hydro-Québec construit des postes, on construit pour la capacité qu'on prévoit pour les 50 prochaines années. Donc, on va vraiment augmenter la capacité là, que l'on a présentement. Là, aujourd'hui, Amstead est à sa pleine capacité, mais là, avec qu'est-ce qu'on va installer, on va avoir suffisamment d'énergie, c'est clair. On va construire avec 3 transfos à l'initiale, mais il y aura toujours la capacité d'en installer aussi un 4e. Peux-tu expliquer ce qu'est un transfo? Désolée. Transfo, ça prend l'électricité d'un niveau de tension, ça la descend à un autre niveau de tension, qu'on puisse distribuer aux citoyens dans les maisons. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Et est-ce que ça aura un impact sur la qualité de service? Bien, c'est certain que là, on va avoir une nouvelle installation, donc c'est sûr que ça y fait pour la fiabilité du réseau, d'avoir des nouveaux équipements. Est-ce que ça tient en compte aussi la croissance de la consommation, oui. non seulement organique, mais aussi peut-être construction, je ne suis pas au courant des développements ou pas là, mais... Oui, absolument. Quand on fait des prévisions sur 50 ans, on tient compte d'un accroissement de la population, puis donc ça est tenu compte. Oui. Parce que je pensais que c'était aussi un des problèmes de la station actuelle, c'est que peut-être ça a été on a mal anticipé ou la prévision. Donc, ça c'est ma question sur la capacité là. Ça c'est quand même, en tout cas, on a des photos d'époque de 1955, le poste était dans un champ. Ouais. Donc, ça fait 75 ans, hein? Donc je pense qu'on a prévu, là, mais là, on a atteint la capacité. Excellent. Merci. Merci. Merci à vous. Si je me souviens bien, le poste a été construit en 1955. Ouais. Bonsoir. Merci Bonsoir. d'être là. Une seule petite question. Moi, j'habite près du pylône 203 et je me demandais est-ce qu'il va être en treillis ou tubulaire? Juste pour le look puis les bruits d'assemblage, de construction, livraison, tout ça. D'accord. Vous avez mentionné qu'il y en aurait 3 qui seraient tubulaires. Oui. Ça, c'est un peu comme on a le long soit de l'Aqueduc ou à Verdun. Là. Il y a comme des... Oui. Ce type-là, OK. Exact. Catherine, je vais vérifier, je pense, pour être sûre de vous dire la bonne réponse. En fait, le 203, c'est un pylône à treillis. Ah, à treillis, OK. Les 3 qui sont tubulaires, là, c'est ceux à proximité avant l'école, à l'école, puis après l'école. Donc, donc plus loin de la station. Exactement. Les 3 plus loin de la station. Les 3 plus loin de la OK. station, c'est ça.
Donc, 202, 203, c'est des pylônes à flux. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. David, est-ce qu'il y avait des questions en ligne? Oui. Oh. Question? I just Pardon. wanted to ask if you can just explain once again the installation of the power line and the timeline. At the time? The timeline, Oh, the timeline, yeah. Donc, oui. the purple one with the numbers. L'échéancier pour la ligne, Oui. les travaux de ligne. Je le mentionnais un petit peu plus tôt, on n'a toujours pas l'autorisation au niveau environnemental. Dès en fait, on anticipe la recevoir là, en mai ou en juin. Donc, si c'est comme prévu, on devrait débuter les fondations en mai ou en juin. On va en avoir là, jusqu'à, je dirais, novembre environ là, pour les fondations. On va les faire successivement. Ensuite, pour ce qui est du... How long does each one take? C'est environ 4 à 6 semaines par site de pylônes pour faire chacune des fondations. Pour ce qui est de l'assemblage, le montage, l'érection des pylônes, devrait débuter là, à la fin de l'année, là, décembre, janvier, on devrait commencer à ériger les structures. Puis, on va revenir, quand les structures vont être montées là, en janvier, février, mars, là, tout dépend de la séquence, là, quand on débute, on va faire le déroulage des câbles. Donc, je dirais qu'on en a peut-être pour 9 mois là, environ là, dans le secteur. Mais c'est toutes des plages de travaux qui sont, je dirais, plus ponctuels. Là, ça ne sera pas en continu là, par rapport à la construction des pylônes. Merci. Merci à vous. On avait une question en ligne. So yes, thank you to everybody who is watching online. We have more than 30 people online who are participating and many people who have asked questions, and we're going to try to get through your questions right now. The first question is from a resident who lives at the Meadows Townhouse area. Alors, c'est entre comme la poste puis l'école Bialik. Okay? And her question has to do with the work that was done last year when the pylon, or I guess recently when the pylon was removed. And the feedback from the residents is it's a little bit messy, there's some garbage, and it's a bit of a work site. So can you talk a little bit about that? And also, more recently, there were some trees cut down that they were concerned with. If you can maybe talk about what's happening with that. OK. Donc, on a une question d'une résidente qui habite dans le secteur Meadows, dans un Meadows Townhouse, entre le poste et Bialik. Et il y a eu le démantèlement de la ligne et elle a remarqué là, des enjeux là, de déchets qui ont été laissés et le déboisement qui a été fait. Oui, par rapport aux travaux, en fait, c'est le démantèlement effectivement de la ligne que nous avons fait. Des déchets, c'est pas normal. Je vais prendre le commentaire là, pour m'assurer qu'on ait intervenir rapidement. Par contre, il y a aussi la remise en état. Là, assurément qu'on a abîmé les terrains, là, le gazon, on a pu brasser pas mal de choses. Là. Donc, normalement, la remise en état, on va la faire quand les conditions climatiques vont le permettre, là, puis que le sol ne sera plus gelé. On va débuter les remises en état. C'est certain qu'au niveau des condos Mérimac, là, ou dans ce coin-là, on a d'autres travaux à recommencer pour la construction de la nouvelle ligne. Donc, il y a certains secteurs qu'on n'ira pas, par exemple, regazonner là, ou planter des arbres. On va attendre de faire ces travaux-là préalablement. Par contre, on va s'assurer d'aller faire, là, ça vient de fondre, on va s'assurer d'aller faire une tournée pour être sûr que tout est acceptable. Par rapport à la coupe d'arbres, là, il va falloir attendre qu'on ait reconstruit la nouvelle ligne à 315 kV. Comme je le mentionnais, là, on va avoir fini plus tard en 2027 et on pourra refaire la remise en état à l'été prochain. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra travailler sur ce dossier-là. Mais avant les travaux, assurément qu'on va aller rencontrer les propriétaires des terrains pour discuter de la remise en état qui va être faite.
on ne pourra pas planter. Il y a des arbres qui étaient, je dirais, non compatibles avec une ligne électrique, là. Donc, il y a des choses comme ça qu'on ne pourra pas refaire, mais on va s'assurer de remettre une végétation là, compatible avec la ligne, puis en accord avec les propriétaires des différents terrains. Il y avait une autre question du même résident qui posait les arbres étaient effectivement une sorte de barrière avec la clôture, et sans les arbres, elle trouve que c'est un peu dangereux parce qu'il y a des trous dans la barrière. J'imagine que c'est une barrière de CP, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour améliorer la situation? On a effectivement là, à réaménager, c'est effectivement la clôture du CPKC. On a des discussions à avoir avec eux là, pour la remise en état de ça. Mais il y a aussi de la végétation qui pourra être remise là, le long de la clôture qui était existante. Là. Il existe des arbustes et tout ça qui sont compatibles avec une ligne à haute tension comme on va construire. Donc, c'est assurément des choses qu'on va discuter avec les différents propriétaires là, le long de la ligne. On a une autre question à propos des fermetures de rues et la réduction de voies dans le coin, but also another question about Fleet Road. I know that according to the map, Fleet Road is not part of the route that the trucks are permitted to take. Et la résidente voulait s'assurer que ça va être respecté. Oui. Parce que je pense que c'est Cavendish, l'entrée et la sortie, oui. Effectivement, le chemin Fleet est techniquement interdit aux camions à part les livraisons locales. Donc, dans nos contrats, on s'est assuré de mettre que les camionneurs devaient respecter la réglementation en vigueur. Si jamais il y a des enjeux, là, c'est sûr je pense que c'est le rôle de la police et de la ville et de tout le monde. Si nous, ça vient à nos oreilles, on va intervenir. Donc, on n'ira pas sur le chemin Fleet pour regarder, mais on va s'assurer que nos fournisseurs respectent la réglementation. Et pour le stationnement de rue, est-ce qu'il peut y avoir des fermetures de rue ou, comme dans le coin? Pour les fermetures de rue? Ouais. Pour les travaux de poste, on ne prévoit aucune fermeture de rue. Peut-être Catherine pour les travaux de ligne. Nous, en fait, on va surtout devoir fermer des stationnements derrière les condos Mérimac, en fait. Donc, ça va être... On l'a fait lors du démantèlement, là, on l'a coordonné avec les propriétaires. On va faire le même exercice, en fait, à certains moments des travaux là, pour ce qui est de la construction de la nouvelle ligne. We also have a question, not, well, perhaps it's related to this project on Haywood. So there's currently been a project on Haywood for several months, some underground wiring, and the resident would like to know what the status is of that project and the timeline, when it will be complete. We'll have all the information at the webinar on April 16th on the precise schedules for the works on the underground distribution network. So April 16th, we'll have all that information. On a des autres questions? Est-ce que les travaux vont affecter le corridor entre Westminster et le terrain golf Meadowbrook, à l'autre côté de la ville? Est-ce qu'il y aura un impact? Vraiment à l'ouest de la ville? Oui, à côté du golf. C'est pour toi. Yeah, that would be a question for you, Catherine, on works planned beside the Meadowbrook Golf. C'est effectivement un secteur où on devra aussi reconstruire la ligne qui est existante, là, qui présentement est à 120 kV. Par contre, ce n'est pas prévu dans le projet qui est actuellement en cours, qu'on souhaite terminer en 2029. C'est une phase subséquente là, de travaux qui est prévue là, plus tard, là, passé les années 2030, 2032. Donc, pour l'instant, on n'a pas de calendrier précis, là, mais
c'est pas prévu à court terme là, d'avoir des impacts dans ce secteur-là. So that would be works planned in phase 2 for around 2030. We have another question. Last year, we were left a number as well from Hydro-Québec. We had an emergency on Friday afternoon, and no one from Hydro was available. Mayor Torgman said previously we were able to contact the city, but last year the city was not wanting to get involved. What is the relationship between the city and Hydro, and are they both going to be responsible should there be a problem? Perhaps this is more of a question for the city. Do you want to address this question of how the city works with Hydro to share information and collect questions from the public? Well, we encourage residents to contact Hydro-Québec whenever it's regarding our electricity service or our network. We'll have all the information that they need in order to help them. And so I'm sorry if there was a communication glitch. That I think that's what she's mentioning. What I encourage you to do is to either call us or write us an email and let us know what the issue was, and we'll be able to get back to you. Tout à fait, merci Janice. C'est une partie de la réponse, mais j'ajouterais sur un plan plus institutionnel ou politique, nous sommes en relation constante, hein, je vous regarde, Monsieur le maire, mais non seulement avec les élus, mais aussi l'administration. Donc, l'information circule bien. On essaie de l'améliorer constamment de part et d'autre. Mais sachez, madame, je crois que c'est une dame, que les relations sont fréquentes, puis il y a une belle transparence là, pour compléter. Là. Merci. Donc, j'ajouterais une mention spéciale for Mike Cohen, who on his blog readily transmits information, and we really appreciate that. I think it's very helpful for everyone. Much appreciated. We have one final question here, and given the time, it's almost 8 o'clock. This might be our final question. It's related to the communication issue, and this is more specific. The approximately 100 neighbors in the Sabin, Holland, Haywood area, according to the question, only some neighbors received email notices of this meeting. Just if I can jump in as the city shared this information with the public using our e-newsletter, Facebook, website, and so forth. I don't know if Hydro-Québec, we'll find the answer in a moment. I don't know if Hydro-Québec sent an email. I believe Hydro-Québec sent a mailing, but I guess the question is, est-ce qu'il y a une façon, ou comment est-ce que Hydro-Québec a publié cette information pour cette réunion? And I've explained a little bit how the city did it. Francis, tu connais la zone, hein? Oui, merci. Merci pour cette question. Écoutez, la manière dont on fonctionne généralement, c'est qu'on se consulte entre nous, l'équipe projet, et on détermine un endroit spécifique. Dans ce cas-ci, on visait spécifiquement les gens qui allaient être directement impactés par les travaux postes et lignes qu'on vous a décrits aujourd'hui. Donc, oui, effectivement, c'était des quelques personnes, mais on a quand même élargi là, le périmètre. Mais l'idée de ce soir, l'objectif n'était pas effectivement de parler à toute la ville. Par contre, le 16 avril, nous allons élargir nettement. Nous allons parler des travaux de distribution. Nous allons élargir aussi le périmètre. Donc, je vous rassure tout de suite, là, les communications vont continuer, elles vont s'élargir. Donc, voilà, c'était à peu près ce que je pouvais vous dire là-dessus. Merci. I can add that we have a list, so an email communications list that people can add their email to on our website at any time. So on our website, just called Info Projet,
liste d'envoi info projet, and you're welcome to add your email. And every time a new bulletin will come out, we'll be sending out an email on that list. So just to confirm for the public, this is the project website for this project, the Saragay project. You can subscribe to receive notices by email. Exactly. Is there, normally would Hydro send to their customers whose emails they probably know if they've signed up for online services? Was that service used in this case to transmit this invitation? Do we know? Est-ce qu'on a envoyé par courriel avec l'information du client? Ou est-ce que c'était vraiment les gens qui se sont inscrits? Non, nous sommes partis de notre propre liste, si je comprends bien la question, effectivement. Tout à fait. Those are all the questions, and if anybody's watching at home, you can let your neighbors know that this is being recorded, and the city is planning to upload it this week to our YouTube channel, so folks who missed it tonight can watch it. Are there any other questions in the room? D'autres questions dans la salle? The other project going on Merrimack where they're redoing the power lines. I don't know if anyone has any further information on that, and whether, because we know they're going to park a trailer there this summer for equipment. My question was, are they going to be doing any work on the street, ripping up the street and installing anything on Merrimack near Rembrandt this summer? So what I'm told is that we will have people from the project team with all the details on that distribution project on April 16th. So we'll have all those details, the detailed schedule, and at what phases there may be underground work. So That being on the 16th, would that also be a webcast so people could Yes. see a recording if they miss it? exactly, There will be. yes. If there's time for one more question, we just received another question. This has to do with the tunnel on Rosedale and Bailey. And the resident says their house is on Bailey at the corner of Rosedale, but their garage faces Rosedale. So will the work by Hydro block access to the garage? And if so, how can access be given to this person's garage? His garage is on Rosedale. Kevin, as-tu une réponse à ça? Oui, en fait, il y a des communications qui ont déjà été entamées avec les deux résidents qui touchent ces résidences. Les communications vont être reprises aussi là, avec, quand nous aurons l'échéancier des travaux pour faire une coordination pour la gestion de ces deux entrées-là. And the final question is that pour les lettres qui vont être distribuées aux résidents, est-ce que c'est fait par Hydro-Québec elle-même ou par comme l'entrepreneur pour chaque section? Pour les vibrations, vous parlez? Non, pour n'importe quel travaux qui se produisent. Est-ce que c'est l'entrepreneur qui envoie ça ou c'est Hydro-Québec vraiment? En fait, il y a deux choses. Les infos travaux sont envoyés par Hydro-Québec, mais pour les lettres de vibration qui ont été émises cet automne, ils ont été émis par nos fournisseurs. Juste pour compléter, les bulletins info-travaux sont distribués par une compagnie de courrier qui livre là, de porte à porte. On utilise aussi, peut-être pour conclure, oui, il y a une distribution physique, mais de plus en plus, on utilise le courriel et les textos, pardon, pas les textos, mais les messages vocaux. De plus en plus, on tend à délaisser le papier. Ceci dit, il va encore avoir du papier, c'est encore pratique, c'est encore utile, mais sachez que on essaie d'utiliser d'autres moyens. Voilà. So just to clarify, if somebody's watching at home
They want to make sure that when they sign into their Hydro-Quebec account, that their email is up to date, that maybe their cell phone is the default number so that they can be reached during a power failure. C'est bien ça qu'on propose, qui fait cette démarche? Oui, absolument. Il faut aller mettre à jour ces informations dans l'espace client, tout simplement. Donc, on met son nouveau courriel, on met son nouveau cellulaire si on le change, on met sa nouvelle adresse, peu importe. C'est comme ça que ça fonctionne, et sa langue de préférence. Merci beaucoup tout le monde de votre temps ce soir. On vous remercie aussi d'avance de votre patience. On est conscient qu'il va y avoir des impacts pour vous. On est désolé d'avance et puis on vous invite vraiment à communiquer avec nous pour qu'on puisse améliorer la situation. Merci beaucoup. Thank you very much, everyone. Have a good evening.